Je suis le colonel Mamadou Moustapha, je suis le commandant brigade défense ville de Goma. Tous ceux qui ont enlevé nos frères et nos compatriotes, on va se venger d'eux. Nous allons les abattre et on va les enterrer sans cimetière. Après la guerre, j'aimerais être fermier dans une ferme, voir mes bétails avec mes enfants et mes femmes. Après la guerre, si Dieu me montre la fin de la guerre. Une seule chose aux Congolais, l'union. On va faire face à tous les défis possibles du monde. Bienvenue sur la deuxième partie consacrée à la vie du colonel Mamadou Moustapha Ndala. Nous en étions restés au chapitre 5 du livre de la biographie, chapitre 5 intitulé 42e bataillon, et c'est la partie où Mamadou Ndala rallie le camp d'instruction militaire de Moura. Pour revenir rapidement sur sa vie personnelle, il faut savoir que durant son passage au Katanga, Mamadou Ndala a épousé 2 autres femmes, en plus de Bijoux. Mamadou Ndala était polygame, un peu à l'image de son père, et il a épousé Joël et Mariam. Alors, il y a un peu une confusion sur l'ordre dans lequel il les a épousées. Il a fait connaissance avec Joël avant Mariam, mais il a épousé Mariam avant Joël. Mais Joël se considère aujourd'hui encore comme sa deuxième épouse, de par leur proximité, leur entente. Joël m'a beaucoup aidé aussi dans la rédaction du livre. Je suis toujours en contact avec elle. Elle m'a apporté beaucoup d'éléments sur la vie privée du colonel Mamadou Moustapha Ndala. Au centre d'instruction militaire de Moura, Mamadou Ndala va suivre une formation délivrée par des officiers sud-africains dans le cadre d'une coopération bilatérale entre l'Afrique du Sud et le Congo, et il va rapidement être informé de la constitution d'une force, d'unité de réaction rapide, donc des commandos, qui vont constituer le 42e bataillon. Mamadou en obtient le commandement, à savoir que des commandos sont déjà envoyés à l'est de la République démocratique du Congo, notamment dans le cadre de l'opération Amani-Léo, qui a été lancée par l'État congolais en coopération avec le Rwanda pour lutter contre les FDLR, donc les Forces démocratiques de libération du Rwanda, un groupe armé Hutu qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Donc il y a 2 réalités au Kivu, la réalité entre guillemets Hutu avec ce type de groupuscule et d'autres groupes locaux qui lui sont affiliés, et les réalités Tutsi avec les groupes issus du RCD, devenu le CNDP de Laurent Nkunda, qui sont toujours actifs dans cette partie du pays. Mamadou Ndala, conscient de sa future mission de commandant du 42e bataillon commando des unités de réaction rapide, focalise son attention sur la partie est du pays, et c'est pendant son passage à Moura qu'il prend vraiment conscience, ou qu'il se donne une nouvelle dimension, qu'il veut se donner une nouvelle dimension en gommant les erreurs qu'il a pu commettre jusqu'à présent, qui ont été, c'est vrai, nombreuses, et qu'il veut un peu représenter et incarner le militaire congolais de la nouvelle génération. Il faut savoir que depuis 1997, l'armée congolaise est un peu une armée zombie. On la surnomme même l'armée fantôme. On l'a vu avec l'épisode de l'intégration de l'enrôlement en 1997 ou 98 de Mamadou Ndala dans l'armée. Donc le fait qu'il ait été enrôlé en 97 un peu à son insu et qu'il n'ait combattu réellement au sein de l'armée qu'en 98, c'est arrivé à de nombreuses reprises. L'armée congolaise était même connue pour enregistrer des soldats décédés, donc qui n'existaient pas, mais qui étaient comptabilisés dans les effectifs de l'armée régulière. Donc soit des soldats morts, soit des soldats à la retraite, soit comme Mamadou, des jeunes qui n'avaient pas encore été enrôlés de manière effective. Donc c'était une armée en termes administratifs qui était totalement désordonnée. Sans parler des problèmes de discipline qui existaient au sein de l'armée congolaise. C'est durant cette période, notamment pendant laquelle Mamadou est à Moura, donc entre 2009, peut-être 2011, et au-delà,
mais dans cette période que naît la réputation de totale indiscipline des soldats de l'armée congolaise, avec des exactions, des crimes contre les populations civiles, des viols. Toute cette réputation de soldats peureux face à l'ennemi, indisciplinés, elle est à cette période-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut se souvenir que ces soldats-là sont issus de différents groupes armés, de différentes rébellions, qu'on leur a demandé de se battre pour la nation et qu'on a été obligé de constater que cette formule ne fonctionnait pas pour toutes les anciennes factions qui avaient pris part à la Deuxième Guerre du Congo. À Moura, donc Mamadou, comme je le disais, va se construire une carrure de commandant. Et il va réunir autour de lui une garde rapprochée. On va retrouver autour de lui Kamanda Selenge, Adukala Kalao et Lenga Monama, qui sont avec lui depuis le début, et des gens comme Habib Félix. En janvier 2011, Mamadou Ndala est élevé au grade de lieutenant-colonel, et le 25 février 2011, l'état-major de la 6e région militaire se réunit à Moura pour remettre leur brevet d'aptitude aux éléments des 42e et 43e bataillons commando des forces de réaction rapide. Mamadou Ndala et le 42e bataillon commando reçoivent leur première feuille de route avec pour mission de traquer les Maïmaï Yakutumba au sud-est de la République, aux alentours de Kalemi, dans l'actuelle province du Tanganyika. Avant cela, il célèbre le 30 juin 2011 les 51 ans de l'indépendance de la RDC à Lubumbashi, donc là, le chef-lieu du Katanga, où le président Joseph Kabila choisit de se rendre pour les célébrations. Donc, pendant la parade militaire qui est prévue pour l'occasion, Mamadou Ndala et ses hommes font connaissance avec d'autres soldats venus des 4 coins du pays, notamment ceux qui viennent de Kamina, du centre d'instruction de Kamina. Et c'est là que Mamadou Ndala fait la connaissance d'une jeune femme qui s'appelle Mado Dagbinza, originaire de l'Équateur, et qui, lorsqu'elle apprend que le 42e bataillon va aller à la rencontre et traquer les Maïmaï Yakutumba à Kalemi, elle demande l'autorisation d'intégrer ce bataillon-là. Mamadou Ndala l'intègre donc au 42e bataillon commando, et Mado Dagbinza va devenir une femme vraiment très proche du colonel, au point qu'il va la nommer à la tête de son peloton d'escorte. Il faut savoir que les commandants d'unité ont une escorte. Ça veut dire qu'ils ont un peloton autour d'eux qui assure leur sécurité. Sur les images de Mamadou Ndala, la quasi-totalité de ces images qui sont disponibles, de ces photos, vous remarquerez qu'autour de lui, il y a toujours 5 à 6 militaires en armes, et que Mamadou Ndala n'est jamais armé. Je crois qu'il n'y a pas une seule photo de lui avec une arme à la main, parce qu'en fait, ce peloton de sécurité, ce sont ces gardes du corps qui ont pour mission d'être ses yeux et d'être en même temps son bras armé, au sens propre du terme. Et Mamadou nomme Mado Dagbinza à la tête de ce peloton de sécurité. Donc c'est elle, son garde du corps la plus proche, et elle va l'accompagner avec le 42e bataillon pour leur première mission contre les Maïmaï Yakutumba. J'évoque aussi la vie de Mado, puisque c'est important de s'arrêter sur son parcours. Donc Mado Dagbinza est une jeune femme originaire de la province de l'Équateur, qui a été abandonnée par son père durant son enfance. Donc son père, on sait que c'est un officier des forces armées zaïroises, mais à partir du moment où il a quitté le foyer conjugal, il n'est plus jamais rentré. Donc Mado, elle, s'était fixée une sorte de mission de pouvoir rejoindre l'armée pour essayer de retrouver son père. Donc elle s'est enrôlée très jeune, en se faisant passer pour plus vieille. Elle a pu être enrôlée au sein de l'armée qui recrutait pour pouvoir, l'armée recrutait pour pouvoir lutter dans le Nord Kivu contre les forces du CNDP. Donc c'est dans ce cadre-là qu'elle a été recrutée. Elle a été formée au centre d'instruction de Kamina, puis elle a fait la rencontre du colonel Mamadou et elle a décidé de le suivre dans sa traque des Maïmaï Yakutumba, puisqu'elle pensait que son père était déployé quelque part à l'est de la République.
sans avoir trop d'informations sur son père. Mais au fur et à mesure de son parcours militaire, elle s'est vraiment dédiée à sa mission, dédiée à la sécurité de son pays et dédiée à préserver et sauvegarder l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Au terme de la formation militaire de Mamadou à Moura, quelques problèmes apparaissent dans sa vie personnelle, puisque Mariam ne supporte plus la situation familiale, la situation de polygamie et l'absence de Mamadou qui est toujours engagé dans sa carrière militaire. Donc Mariam quitte le foyer conjugal, seuls Joël et Bijou restent avec Mamadou, mais Mariam le quitte aux alentours de l'année 2011, donc il reste avec ses deux épouses, puis il se concentre sur sa mission, donc contre les Maï Maï Yakutumba, donc ça je l'évoque dans la deuxième sous-partie du chapitre 5, intitulé Yakutumba. Donc là, pour évoquer cette partie, j'ai fait la connaissance de celui que j'appelle le Major Eduardo dans le livre. Ce n'est pas son vrai nom, mais c'est un militaire qui a fait la connaissance de Mamadou au camp d'instruction de Moura et qui s'est rapproché très fortement de lui. Donc ce militaire prend un peu le relais dans le récit du livre. Il apparaît énormément, ses témoignages sont riches, ils sont nombreux, puisqu'il était vraiment proche du combat, il était vraiment toujours auprès du colonel au front, et donc ces informations ont été vraiment très précieuses jusqu'à la fin de la biographie. Alors ce Major Eduardo, c'est lui qui m'explique que lorsqu'ils vont à la poursuite des Maï Maï Yakutumba, le 42e bataillon déjà était constitué de 944 éléments. Donc ils étaient 944, c'était un bataillon important, et ces forces de réaction rapide ont pourchassé les Maï Maï Yakutumba dans la région du Tanganyika jusqu'à la frontière avec la Tanzanie. Donc le bataillon était basé à Kalemi qui est dans le Tanganyika, et lorsqu'ils ont combattu les Maï Maï ont traversé le lac Tanganyika pour se retrouver en Tanzanie. Le Major Eduardo m'explique dans le livre comment Mamadou, sur un coup de tête, a décidé d'ordonner à ses hommes de suivre les Maï Maï Yakutumba, donc de traverser le lac Tanganyika et de se retrouver dans les eaux tanzaniennes et d'arrimer de l'autre côté de la rive, donc sur le sol tanzanien. Le tout au cours d'une fusillade, donc il y a eu des échanges de tirs entre les forces armées et les Maï Maï, jusqu'à ce que les Maï Maï puissent leur échapper et arriver de l'autre côté de la frontière. Donc j'explique ensuite comment le 5 novembre 2011, les commandos sont arrêtés par les forces tanzaniennes qui sont choquées de voir débarquer comme ça dans leur pays des soldats congolais sans avoir été prévenus, sans aucune forme officielle. Donc Mamadou et 18 autres commandos qui sont appréhendés par les forces tanzaniennes, qui vont les garder quelques jours en Tanzanie, le temps que la diplomatie fasse son travail, et que le ministre des Affaires étrangères ainsi que l'ambassadeur congolais en Tanzanie puissent intervenir pour leur assurer qu'il ne s'agissait pas de déserteurs ni de rebelles, puisque les Tanzaniens pensaient qu'il s'agissait d'officiers et de militaires congolais mutins, puisque au fil des années, c'est un peu la réputation que les soldats congolais avaient de se mutiner, de déserter, de former des rébellions. Donc le gouvernement congolais a assuré à ses homologues tanzaniens qu'il s'agissait bien de forces régulières qui étaient en mission, mais qui avaient par inadvertance franchi la frontière pour se retrouver en territoire tanzanien. Donc les Tanzaniens ont remis les soldats à la RDC, et ils ont aussi remis au Congo les 9 Maï Maï qui avaient traversé la frontière et qui, eux, avaient été remis par la suite à la justice militaire pour être jugés. Et l'acte de Mamadou, même s'il était répréhensible, a plus ou moins plu aux autorités,
qui ont reconnu en cet officier quelqu'un qui allait au bout de ses missions et quelqu'un qui avait la détermination d'en finir avec les groupes armés. Donc il n'a pas été sanctionné pour cet écart et il a été maintenu dans cette mission de traque des Mai Mai Yakutumba qui continue à évoluer entre le Sud Kivu et la région du Tanganyika. Dans le chapitre Genèse du livre, je reviens sur la naissance du M23. Donc la naissance du M23 qui est une émanation du CNDP. Et on voit comment ce mouvement a pris naissance entre le Sud et le Nord Kivu en 2012. Donc le 42e bataillon évolue à ce moment-là à Uvira, parce que comme je le disais, les Mai Mai sévissaient aussi bien dans le Sud Kivu, donc Uvira est dans la province du Sud Kivu, et le Tanganyika, qui est la province en dessous du Sud Kivu sur la carte. Donc là, le 42e bataillon était dans la région d'Uvira lorsqu'ils ont reçu l'ordre de pourchasser un officier mutin. Pour faire court sur la situation, en 2009, le 23 mars 2009, le CNDP a signé un traité de paix avec le gouvernement congolais qui s'appelle le traité du 23 mars. Bosco Ntaganda, l'un des officiers du CNDP, a obtenu l'amnistie du président Joseph Kabila et a été réintégré à l'armée en tant que général. Quant à Laurent Nkunda, donc qui était jusque-là le symbole, le représentant et le président de toute manière du CNDP, lui, il a été évincé par Bosco Ntaganda et s'est replié au Rwanda. Finalement, il y a été arrêté par les autorités rwandaises. Ces accords du 23 mars stipulaient toute une série de clauses à respecter de la part du gouvernement. Et pour faire court, lorsque les officiers du CNDP ont jugé que ces clauses n'étaient pas respectées, ils ont regagné le maquis. Donc ils ont intégré temporairement les forces armées de la République démocratique du Congo pour décider en 2012 de reprendre le maquis. Donc ce sont des officiers Tutsi. La question identitaire Tutsi est centrale au sein de ces groupes armés depuis le RCD, donc RCD, CNDP, puis ce groupe qui va se constituer en lançant un appel, donc c'est le général Bosco Ntaganda, lui-même Tutsi, qui va lancer un appel au printemps 2012 à tous les autres officiers de l'armée congolaise d'origine Tutsi et qui viennent et du RCD et du CNDP à déserter les rangs de l'armée régulière. Donc l'un des premiers à répondre à cet appel sera le commandant du secteur d'Uvira, c'est le commandant du 9e secteur qui s'appelle Bernard Biamungu. Et il va essayer de rejoindre le Nord Kivu où a été lancé l'appel à la mutinerie. Le 12 avril 2012, le colonel Biamungu est arrêté par les hommes de Mamadou Ndala, donc le 42e bataillon commando, alors qu'il tentait de joindre le Nord Kivu et plus précisément le territoire de Rutshuru, qui est le fief des autres mutins du M23, là où ils se réunissent. Donc le colonel Biamungu est arrêté, mais vu qu'il s'est mutiné avec 371 hommes, la plupart parviennent à rejoindre le Nord Kivu et le reste de la rébellion. Donc l'arrestation de Biamungu est le premier grand fait d'armes sur le territoire national de Mamadou Ndala et du 42e bataillon. C'est la première fois lors de cet événement qu'on retrouve le nom de Mamadou Ndala dans la presse. Il y a des articles qui existent encore sur internet où on parle de l'arrestation du colonel Biamungu par le 42e bataillon de Mamadou Ndala, à savoir que son arrestation et son séjour en prison en Tanzanie sont également relatés dans la presse tanzanienne et vous pouvez les trouver aujourd'hui encore sur le web. C'est le 6 mai 2012 que la rébellion, donc l'ex-CNDP, officialise son nouveau nom, donc le mouvement du 23 mars, le M23. Mamadou retrouve dans cette rébellion des éléments qu'il a connus, avec lesquels il a combattu, comme Sultani Makenga qui est un dirigeant militaire du M23 et qui a fait partie des bataillons qui ont combattu aux côtés de Mamadou, au sud Kivu, contre les Mai Mai Yakutumba. Donc lorsqu'on parle de rébellion, comme je le disais précédemment,
au lendemain de la Seconde Guerre du Congo, on parle de groupes factieux qui à un moment donné ont fait partie de l'armée régulière. Donc les militaires se connaissent entre eux. Mamadou connaissait Sultani Makenga, Sultani Makenga connaissait Mamadou Ndala, donc c'était des frères d'armes qui, à un moment donné, ont pris des chemins différents, certains en restant au service de l'armée loyaliste, d'autres en préférant mener un combat différent sous une rébellion. Je parle de combats différents puisqu'il faut se rendre compte également que durant ce printemps 2012, beaucoup de jeunes du Nord Kivu ont rejoint le M23. Alors bien sûr, il y avait des jeunes appartenant à l'ethnie Tutsi ou entre guillemets rwandophone, puisqu'il y avait également des Hutus au sein du M23, mais il y avait également des Congolais d'autres ethnies. Donc c'est une rébellion dirigée par des Tutsis à forte consonance Tutsi, mais on pouvait retrouver des Hutus, des Katangais, des Baluba, des gens d'autres tribus, comme on le verra avec le témoignage de l'un des membres du M23, qui, à partir de ce moment-là du livre, donc le chapitre M23, prend la parole. C'est Joël Malembe, qui est un des cadres du M23 et qui a apporté son témoignage pour raconter un peu l'historique de la rébellion. C'est vrai que je tenais absolument à donner la parole à un membre du M23, qu'il puisse apporter son témoignage dans ce livre. Donc on a beaucoup discuté avant qu'il accepte de témoigner. Il a insisté pour que sa parole ne soit pas modifiée, ce qui bien sûr n'a pas été le cas. Donc j'ai tout retranscrit tel qu'il me l'a expliqué. Il a expliqué un peu les motivations profondes du M23 et la manière dont lui a vécu cette guerre qui s'ouvrait de l'intérieur. Je me voyais pas parler du M23, donc qui est le grand groupe rebelle qui va faire la renommée de Mamadou Ndala, sans un membre du M23. Donc ça a été une satisfaction pour moi de donner la parole à un membre important du M23, sachant que certains jeunes ont rallié le M23 et d'autres jeunes ont préféré fonder un autre mouvement citoyen. Donc d'un côté on a la lutte armée et de l'autre la lutte pacifique. Donc ce groupe s'appelle la lutte pour le changement, la Lucha, qui en avril 2012, donc à un moment critique dans le Nord Kivu, à un moment c'est l'un des points culminants du militantisme au Nord Kivu, donc se sont rassemblés des jeunes étudiants pour former la Lucha. Et donc la Lucha s'était fixée pour objectif de défendre les droits civiques des Congolais, de défendre la liberté d'expression, de militer pour la paix, et ainsi de suite. C'est un mouvement qui existe toujours, donc ceux qui suivent l'actualité congolaise connaissent très bien la Lucha, qui s'est constituée au même moment que le M23 s'est constitué, à quelques semaines d'intervalle. Donc certains ont choisi la lutte armée, d'autres la lutte pacifique, qu'ils mènent toujours aujourd'hui. Les opérations contre les mutins vont d'abord être planifiées depuis Rutshuru. Donc lorsque Mamadou arrive à Rutshuru, il va commencer à développer ce qui va devenir un peu sa marque de fabrique, c'est-à-dire faire le tour des populations, interroger les villageois sur l'atmosphère locale. Et c'est ainsi que Mamadou recueillait des témoignages sur les ennemis. Donc voilà, les gens lui disaient on a remarqué telle ou telle activité militaire anormale. Il lui rapportait lorsqu'il voyait des hommes en uniforme qui n'étaient pas des militaires se ravitaillaient à tel ou tel endroit. Et ce que Mamadou avait l'habitude de faire, c'est qu'il laissait son numéro au riverain de manière à ce qu'il puisse le contacter lorsqu'il remarquait une activité anormale. Donc le 42e bataillon a stationné quelque temps à Rutshuru pour essayer de préparer l'offensive contre les M23. Les rebelles, quant à eux, étaient à Tchenguerero et Djomba, donc quelques kilomètres seulement de la ville de Rutshuru, donc ils n'étaient pas loin l'un de l'autre, et ils ont vite pris le contrôle de plusieurs localités, comme Tchanzu, Bikenge, etc., le long du parc de Virunga. Le but pour l'armée congolaise était de protéger la cité douanière de Bunagana,
C'est une cité à l'extrême est du Congo, à la frontière avec l'Ouganda. Et le 5 juillet, à 3h du matin, le 5 juillet 2012, les FARDC ont tenté de lancer une offensive contre les positions du M23 en territoire de Rutshuru. Et là, ça va être un véritable fiasco pour les forces congolaises qui n'ont pas pris la mesure de la force du M23, qui ont sous-estimé leur ennemi. Le général Vainqueur Mayala sera également présent à Bunagana. Donc Vainqueur Mayala, c'est le commandant de la 8e région militaire du Nord Kivu. Un commandant de région militaire, c'est un général qui est chargé d'organiser les unités sur un territoire donné. Donc une région militaire, c'est une région provinciale. Il était présent à Bunagana, Mamadou était présent à Bunagana, ainsi que le 42e bataillon, et le M23 a pris le dessus de manière très rapide et fulgurante. Donc les FARDC ont été obligés de se replier, de quitter Bunagana. Certains ont dû fuir en traversant la frontière en Ouganda. Donc l'Ouganda est devenu une terre de refuge pour des militaires qui avaient fui devant l'ennemi. Et Mamadou également a pris la fuite ce jour-là. Il a combattu comme ses frères d'armes, mais la puissance de feu face à eux était beaucoup trop forte. Et à ce sujet-là d'ailleurs, pas mal de militaires avec qui j'ai pu parler de cet événement-là mettaient en cause le commandement de Vainqueur Mayala, qui n'aurait pas évalué de manière juste les forces en présence, ainsi que le potentiel de l'armée face à ces forces rebelles. Des militaires vont accuser le M23 d'avoir bénéficié d'un soutien venu de l'Ouganda, puisque l'attaque sur Bunagana va être menée sur 2 fronts. Donc le front en provenance de Rutshuru et un front venu, selon eux, à revers par l'Ouganda. Donc estimant avoir été pris à revers par des éléments venus de l'Ouganda. En tout cas, Bunagana, ça reste aujourd'hui encore comme une grande débâcle pour l'armée congolaise, puisque les soldats vont abandonner leurs munitions, leurs armes, des uniformes, et Mamadou va quand même sauver le général Vainqueur Mayala, qui était sur le point lui aussi de fuir en traversant la frontière avec l'Ouganda. Mais c'est un convoi au sein duquel Mamadou va se trouver, qui va sauver ce général, parce qu'en fait, d'un point de vue d'image et à l'international, ou au moins dans la région des Grands Lacs, un commandant de région militaire qui fuit face à l'ennemi, en plus pour se replier sur un territoire étranger, en termes d'image, c'est vraiment quelque chose qui aurait été catastrophique. Donc Mamadou a empêché le général Vainqueur Mayala de prendre la fuite avec les autres militaires. Mamadou sera l'un des derniers à quitter Bunagana, et il va être touché par une balle au niveau de la fesse. Donc il va connaître quelques jours de convalescence, et par rapport à la débâcle de Bunagana, donc le président Joseph Kabila va prendre des mesures. Le général Vainqueur Mayala va être démis de ses fonctions, il va être muté au Bas-Congo, la 2e région militaire, et il va être remplacé par quelqu'un que le lieutenant-colonel Mamadou connaît bien, puisque ça va être le retour et les retrouvailles avec le général Lucien Baouma. Donc, Lucien Baouma, c'est un ancien militaire des forces armées zaïroises, puis avec la chute de Mobutu, il avait pris la fuite à Brazzaville. Finalement, il était revenu au Congo pour rejoindre le MLC au début des années 2000, donc le MLC de Jean-Pierre Bemba, avec sa branche armée, l'ALC, et le général Lucien Baouma, vous vous en souvenez, fait partie de ceux qui avaient recruté Mamadou lorsqu'il appartenait au bataillon Mukumbusu dans la forêt de Bafouassende. Donc Lucien Baouma va prendre la tête de la 8e région militaire, donc du Nord Kivu, et c'est à lui que le président Joseph Kabila va confier la mission de mener les troupes et de diriger la riposte contre le M23. Alors dans le chapitre Bunagana, on évoque un peu l'inside du M23 avec les tensions internes qui règnent
entre les partisans de Laurent Nkunda, donc ceux qui veulent rester sur la ligne de Laurent Nkunda, parmi lesquels Sultani Makenga. Sultani Makenga qui, je crois que je ne l'ai pas dit, a le grade de colonel. Et les partisans de Bosco Ntaganda. Donc Bosco Ntaganda qui est celui qui a signé des accords du 23 mars 2009 avec l'État congolais. Donc j'évoque ces frictions internes avec Joël Malembe, puis toujours dans cette partie Bunagana, on a quelques lignes sur les crimes dont sont accusés les combattants du M23 sur les territoires qu'ils occupent. Donc on parle un peu des forces en présence, des territoires occupés par le M23 aux alentours de Rutshuru et le long du parc de Virunga. Dans le chapitre que j'ai appelé Farida, on parle de la manière dont l'armée congolaise, mais aussi le M23, utilisaient la population pour recueillir des informations. Donc les FARDC font des prisonniers au village de Kiringa. Donc Kiringa, c'est un village à majorité Hutu. Donc pour les gens qui seraient un peu surpris, je l'ai déjà dit, mais je vais le dire à nouveau, au Congo, donc il y a bien des Congolais qui sont d'ethnie Tutsi ou Hutu. Donc les mouvements de population ont fait qu'on a des ethnies jumelles avec celles qui existent de l'autre côté des frontières. Il y a des ethnies congolaises, Tutsi et Hutu. J'insiste dessus puisque les personnes qui suivent un peu l'actualité voient que certains ont du mal à admettre qu'on ait des ethnies communes avec nos voisins rwandais, ce qui pourtant est une réalité. Donc dans la région de Kiringa, on a des Hutus et les commandos s'y déploient car ils craignent que le M23 ne s'empare de ce village et n'y commette des massacres. Mais surtout, dans ce chapitre, ce qu'on voit, c'est la manière dont l'armée, mais aussi le M23, utilisent les populations locales pour obtenir des informations. Donc, chaque groupe avait des yeux partout. Et ça, le 42e bataillon va s'en rendre compte lorsqu'il va arriver aux abords des Kiwanja. Kiwanja est une localité alors contrôlée par le lieutenant-colonel Claude Birinda du M23. Mais le 42e bataillon, lorsqu'il va se présenter dans cette localité, va subir une attaque instantanément. Donc là, Mamadou va se rendre compte que le M23 a été informé en amont de l'arrivée de ces hommes. Donc le 42e bataillon va faire des prisonniers parmi les civils. Et parmi ces prisonniers, Mamadou va mettre à l'écart 2 femmes qu'il va interroger, jusqu'à découvrir que l'une d'entre elles est la petite sœur du lieutenant-colonel du M23, Claude Birinda. Cette fille, Farida, va être très utile au 42e bataillon, puisque Mamadou va parvenir à la retourner, donc à faire d'elle une espionne au service des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc elle va livrer à Mamadou toutes les informations qu'elle détient sur les positions de son frère, donc le commandant du M23, et sur les intentions à court terme de son bataillon. Alors Farida va suivre le 42e bataillon de Mamadou à Rwindi. Donc Rwindi, ça va être leur nouveau camp. C'est une localité en plein parc de Virunga et ils vont s'installer sur les ruines d'un hôtel désaffecté, un hôtel qui était en vogue à l'époque de Mobutu et qui était un point de départ des safaris. Donc ils vont s'installer à Rwindi avec Farida et Mamadou va étoffer sa garde rapprochée. Donc on aura avec lui toujours Mado qui était à ce moment-là sergent. Il y aura également l'adjudant Koko, donc de son vrai nom Matimba Chilumba. Et avec Mado, il fera partie des gardes du corps les plus proches, donc des 2 gardes du corps les plus proches, c'est Koko et Mado, qui étaient vraiment tout le temps et inséparables d'avec Mamadou. Et puis il y aura des gens comme Adukala Kalao, toujours, Kamanda Selenge, Zimbabwe. Zimbabwe, c'est un militaire très grand, très fort, qui s'est rapproché de Mamadou au fil des années, depuis Moura. Il vient également de Moura. Et il y aura également Moussa Banza, donc le chauffeur de Mamadou Ndala, ainsi que d'autres. Je ne peux
peux pas tous les citer, mais ça, ce sont les membres de sa garde rapprochée les plus en vue et les plus connus de la population. Alors il faut être bien conscient que les hommes et femmes qui entourent Mamadou sont tous totalement dévoués à sa cause, totalement dévoués à sa personne. Tous les militaires qui l'entourent depuis Moura sont convaincus que le renouveau de l'armée congolaise est possible et que l'armée peut prendre le dessus selon le modèle voulu par Mamadou. Ce modèle, c'est se baser sur la confiance de la population. C'est ce qu'il a essayé de tisser partout où il est passé, comme je le disais précédemment, et qu'il va continuer à renforcer. Alors, au sujet de Farida, en plus d'être la nouvelle informatrice de Mamadou, ils vont se rapprocher de manière très intime et Mamadou va décider de l'épouser. Donc ça va être la 4e de ses épouses, si je compte Mariam avec qui il s'est séparé entre-temps. Donc lorsqu'il va arriver à Ruindi, il va établir sa famille à Kanyabayonga, c'est une localité non loin de Ruindi, et Farida va emménager avec eux. Juste entre parenthèses, chaque fois que Mamadou se déplaçait, quand il avait la possibilité, il se déplaçait avec sa famille. Par exemple, lorsqu'il était à Moura, Joël, Bijou et Hamza, donc il se déplaçait aussi beaucoup avec Hamza, étaient établis à Likasi. Likasi qui est la grande ville à peu près à 5 km de Moura. À Ruindi, il s'est également déplacé avec sa famille qu'il a installée à Kanyabayonga, donc une localité non loin du camp où il s'était établi. Certains peuvent se poser la question comment était acceptée la polygamie au sein du foyer de Mamadou. Donc j'ai posé cette question à Bijou, j'en ai discuté avec Joël. Bijou, qui est sa première épouse, lorsqu'elle a accepté de se convertir à l'islam, s'est dit, de toute manière, les musulmans, dans leurs coutumes, dans leur manière de faire, ils épousent plusieurs femmes. Donc elle s'y attendait plus ou moins. Mais lorsque Mamadou a épousé Joël, elle l'a accepté à contre-cœur, puis elle m'a dit que de toute manière, elle a fait en sorte que ça se passe bien avec Joël pour faciliter une bonne entente au sein du foyer, et que c'était mieux que ça se passe bien plutôt qu'elles se fassent la guerre. Donc elles sont devenues très amies. Jusqu'à aujourd'hui, elles sont toujours en contact, elles sont très amies, c'est une même famille. Puis Joël m'a dit la même chose concernant Farida et sa cohabitation avec le reste des épouses. Donc elles l'ont intégrée, elles l'ont accueillie, et aujourd'hui encore, donc les trois sont toujours en contact, elles forment une famille et elles sont toujours en très bons termes. Dans le chapitre propagande, on voit comment le 42e bataillon effectuait ses patrouilles de combat aux alentours de Ruindi, comment il s'entraînait, comment Mamadou entretenait le moral des troupes, puisqu'ils n'étaient pas au combat, ils attendaient les ordres, et on voit comment le bataillon commando a fait la rencontre des équipes de tournage de Daniel McCabe, le réalisateur américain qui a sorti le film This is Congo. Donc j'explique un peu les circonstances de cette rencontre et les objectifs que Mamadou va se fixer par rapport à cette équipe de tournage. Donc c'est une équipe qui réalise un reportage sur la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, et Mamadou va voir là une opportunité pour les FARDC d'avoir un portail médiatique, de pouvoir faire passer un message médiatique suite au déboire de l'armée qui a perdu, qui a fui à Bunagana, l'armée qui a perdu plusieurs localités en territoire de Rutshuru, et c'est un moment, donc c'est à la fin de l'été 2012, où le M23 menace de plus en plus la ville de Goma. Donc les FARDC sont médiatiquement en position de faiblesse, et Mamadou va retenir l'équipe de tournage de Daniel McCabe jusqu'à avoir l'autorisation du ministère de la Communication et de l'Information ainsi que de son état-major de pouvoir laisser ces équipes de tournage-là accéder à son bataillon, où elles pourront prendre des images de l'entraînement, du moral des troupes et de la vie à l'intérieur du bataillon des FARDC. Donc dans toute cette partie propagande, on voit un peu ce qu'on voit dans le film This is Congo, avec l'entraînement des commandos, un entraînement muet, puisqu'en fait c'est des images
qui avait suscité beaucoup d'interrogations. Pourquoi est-ce que les militaires font des sortes de bruitages et semblent mimer un combat? Donc j'ai posé la question aux personnes qui étaient présentes ce jour-là, qui m'ont expliqué que là où elles étaient à Rwindi, c'était non loin des combats et non loin de la population. Et afin de ne pas effrayer la population, ni les autres bataillons, autres que le 42e qui étaient en train de combattre, il fallait absolument éviter de tirer des coups de feu, même à blanc. Donc c'était un entraînement silencieux, hein. On a l'impression que c'est une cour de récréation, comment est-ce qu'ils miment les combats, mais c'était pour des raisons de sécurité. Il y aura également les équipes de la réalisatrice irlandaise Dara Blaglin qui seront présentes, en même temps que celles de Daniel McCabe. Mamadou va clairement se mettre en scène, personnellement, face à ces caméras-là, et il voudra incarner le soldat des FARDC, revanchard par rapport aux groupes armés, et qui mène des troupes déterminées, patriotes, courageuses, face à l'ennemi. Donc ce sont des images où chaque fois le sujet va tourner autour de sa propre personne. Les personnes qui ont vu le film This is Congo voient très bien lorsque Mamadou est sur le bord de la piscine, face caméra, et qu'il parle de lui, de la motivation de ses troupes, des sacrifices qu'il a endurés pour la patrie. Donc ça va tourner autour de lui. Quel va être l'impact sur la population? Dans l'immédiat, aucun, puisque c'est un film qui va sortir après la mort de Mamadou, et ces images ne vont pas être accessibles à la population. Et puis en réalité, du côté de l'armée, on est toujours dans des problèmes logistiques, des problèmes financiers, puisque les soldats soit ne sont pas payés, soit reçoivent leur solde avec du retard, ils vivent dans des conditions déplorables. Donc ça, j'en parle aussi dans la partie propagande, où il y a quand même un décalage entre le message que Mamadou veut faire passer et la réalité des troupes qui reste très difficile. On passe ensuite avec le chapitre Goma, novembre 2012, et le moment de la chute de Goma. Donc Mamadou n'est pas à Goma à ce moment-là, il est toujours à Rwindi, et c'est de Rwindi qu'il apprend que les forces armées de la République démocratique du Congo fuient Goma presque sans combattre, et que le M23 va occuper la ville. La ville de Goma, c'est la 3e ville du pays, après Kinshasa et Lubumbashi, et c'est la première ville de l'Est de la République. Donc c'est une place extrêmement importante, et c'est une place extrêmement symbolique à conquérir pour le M23. Donc là, l'humiliation va être totale pour l'armée congolaise, qui quelques mois après avoir fui Bunagana, fuit la capitale de la province du Nord Kivu, quasiment sans combattre. Donc dans leur fuite, ce sont les mêmes scènes qu'à Bunagana, ils vont abandonner leurs munitions. Ce qui va choquer la population, c'est que certains soldats vont retirer leurs uniformes et s'habiller en civil pour se fondre dans la population, par crainte de l'avancée du M23. Beaucoup d'interrogations à Rwindi sur ces événements-là, où la rumeur va circuler que si les soldats congolais n'ont pas combattu face au M23, c'est parce qu'ils ont reçu des ordres contraires de la part de leur hiérarchie. Donc aujourd'hui, on sait que c'est ce qui s'est passé entre autres, et c'est là où on va établir, où l'état-major général va établir qu'il y a des traîtres au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc certains peuvent trouver ça un peu bizarre comme rhétorique, mais n'oubliez pas, on est dans un contexte d'une armée qui a été assemblée et où les sensibilités avec les groupes armés sont encore très vivaces. Au sein de l'armée, il y a des militaires qui sont sensibles à la cause du M23, et même s'ils n'ont pas franchi le pas en les rejoignant, ils ont des affinités et ils travaillent au sein de l'armée au service de l'ennemi. Donc la chute de Goma intervient le 21 novembre 2012. Face à ça, ce que va faire le président de la République Joseph Kabila, c'est qu'il va mettre de côté le chef d'état-major des forces terrestres, Tango Fort, donc le général Gabriel Amisi-Kumba. Alors ce général a un passé au sein du RCD, donc le RCD qui est l'ancêtre du CNDP et l'ancêtre du M23. Donc lui, il va être mis à l'écart par Joseph Kabila,
à la fin de l'année 2012, et il sera remplacé par le général François Olenga comme chef d'état-major de l'armée de terre. Donc là, on arrive dans le chapitre que j'ai appelé Lisu Likolo ya Lisu. Donc ça, c'est une expression qui veut dire garder l'œil ouvert. Littéralement, ça veut dire l'œil par-dessus l'œil. En gros, c'est une expression que Mamadou utilisait, donc c'est le major Eduardo qui me l'a confié, donc ça m'a inspiré pour intituler cette partie de cette manière. Donc c'est une expression que Mamadou utilisait énormément, et c'est un ordre qu'il donnait à ses hommes, qui veut dire « méfiez-vous, gardez l'œil ouvert », et ça exprime sa hantise de la traîtrise au sein des troupes. Donc il avait acquis la certitude qu'il y avait des traîtres au sein de l'armée, qu'il y avait des éléments qui étaient prêts soit à se mutiner, donc à déserter et à rejoindre les rangs du M23, soit à rester au sein des bataillons des forces armées de la République démocratique du Congo, tout en fournissant des informations à l'ennemi. Donc il utilisait ce terme, Lisu Likolo ya Lisu, auprès de ses hommes. Soyez méfiants, gardez l'œil ouvert, faites attention à qui vous faites confiance, et ça a renforcé le noyau autour de Mamadou, donc le noyau que j'évoquais précédemment, de sa garde rapprochée, et il était très difficile d'intégrer ce noyau autour du lieutenant-colonel. Grâce à la diplomatie de la région des Grands Lacs, le M23 va se retirer de Goma le 28 novembre, et c'est les casques bleus de la MONUSCO qui vont prendre place dans la ville. Donc je l'évoque à la fin de ce chapitre, et on entre ensuite dans la partie « Protégeons nos brebis et leurs biens ». Donc ça, c'est aussi une expression qui m'a été suggérée par le major Eduardo et que Mamadou employait, et par laquelle il motivait ses troupes. Que partout où les soldats passent, ils ne s'en prennent ni aux civils, ni aux femmes, donc ils ne touchent à aucune femme, qu'ils ne volent pas les biens des civils, puisque c'était fréquent, ça, que certains militaires volent une vache, volent des biens appartenant à la population, ou causent du tort de quelque manière que ce soit à la population. Donc par cette phrase, protégeons nos brebis et leurs biens, Mamadou voulait dire à ses hommes qu'il fallait non seulement veiller au bien-être de la population, mais en plus combattre pour l'intégrité territoriale du Congo. On voit dans le film This is Congo, et c'est des scènes qui arrivaient régulièrement lorsqu'un soldat commettait un écart, qu'il se faisait fouetter sur les ordres de Mamadou, il se faisait fouetter, certains se faisaient punir d'une autre manière. Donc c'était des traitements cruels pour ces militaires-là, qui s'étaient soit adonnés à des vols sur des biens de la population, soit qui avaient causé du tort physique, soit qui avaient commis des crimes contre la population. Donc Mamadou voulait les discipliner par la force, par les châtiments, par les punitions, par la violence. Donc ça, c'était connu au sein de son bataillon, qu'il ne fallait pas faire un pas de travers, qu'il ne fallait pas commettre de délits ou de crimes, sous peine soit d'être châtié directement sur ordre de Mamadou, soit d'être remis à la justice militaire. Protégeons nos brebis et leurs biens, c'est le dernier chapitre de la grande section numéro 5, donc du grand chapitre 5, qui s'appelle 42e bataillon, et ça se termine par le témoignage de Serge Kakoulé, qui à ce moment-là était reporter auprès des forces armées, qui a eu accès au 42e bataillon à Rwindi, et il explique comment est-ce qu'il a rencontré Mamadou, et il livre un témoignage intéressant sur l'accessibilité de Mamadou, son humanité et sa volonté de collaborer avec les reporters locaux. Donc Mamadou voulait absolument que les journalistes, les reporters congolais puissent être au courant de ce qui se passe au front. Donc il a noué des liens avec quelques-uns d'entre eux à qui il livrait des informations sur ce qu'il se passait au front, sur le moral des troupes, et qui servait de relais entre l'armée et la population. Donc il me livre ce témoignage, Serge Kakoulé, sur la manière dont vivaient les soldats à Rwindi, sur la manière dont Mamadou motivait ses troupes, et il a assisté à plusieurs scènes de vie entre Mamadou et la population. Donc c'est ainsi que se termine de toute manière
cette grande section 5, intitulée 42e bataillon, et ensuite on passe à la section 6 qui s'appelle colonel. Donc il nous faudra une troisième partie pour aborder cet épisode, pour parler de ce chapitre 6, colonel, jusqu'à la fin du livre. En principe, on devrait avoir tout bouclé en 3 parties, ça devrait le faire.